Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, c'est la vidéo de rentrée, on va dire, ça fait un petit moment, et il y a des invités de choix, de luxe, que vous n'avez probablement jamais vu en vidéo, parce qu'il est interdit des antennes. Pour un avis trop tranchant. Et Seb, que vous avez peut-être déjà vu, on va pas en parler plus. Sur d'autres médias. Sur d'autres médias. Du coup, pourquoi je les ai ramenés? Parce qu'en fait, on vient de faire un Dune Uprising, le nouveau Dune. Eux, ils ont... moi, j'ai pas mal joué, j'ai dû faire 30 parties environ. Vous êtes à 2 parties chacun, c'est ça? Non, toi, c'était ta première. Moi, j'ai fait qu'une partie, ouais. Donc, ça permet d'avoir des avis un peu divers, sachant que vous connaissez très bien le jeu de base, si je dis pas de bêtises. Le jeu de base, le premier jeu, du coup, vu que celui-là, c'est un standalone. Du coup, déjà, abonnez-vous, bien sûr. Si vous n'êtes pas déjà abonné, le chat commence déjà à foutre la merde. Ouais, j'ai des nouveaux chats, du coup, voilà. Et pour faites les un pouce abonnés, bleu. les chats, c'est juste ça. Pour avoir plus de... Exactement. Et mettez un pouce bleu, parce que voilà, il y a eu un chat, donc forcément, le pouce bleu est mérité. Du coup, par quoi commencer? Déjà, qu'est-ce que c'est ce Dune Uprising? C'est quasi la même chose, en très différent. Je compare ça un peu à Great Western. C'est le même socle, 80% de règles. Sauf qu'il y a 20% qui changent vraiment. Pour moi, les deux changements fondamentaux, c'est les espions et les vers des sables. Ça, c'est vraiment les deux changements structurels. Et après, il y a une espèce de rebalancing, de rééquilibrage général qui fait que il y a une orientation un peu plus sur les combats pour renforcer l'interaction. Sachant que sur le jeu de base, tu pouvais faire des parties totalement dans ton coin sans faire le moins de conflits ou presque. Et globalement, toutes les cartes pas chères ont été améliorées et toutes les cartes très chères ont été baissées. Et tous les persos aussi, une espèce d'équilibre général qui est un peu meilleur et qui est globalement moins fort. Ouais, tout est beaucoup plus conditionnel c'est déjà. Ça. Et voilà, ça c'est les principales nouveautés. Donc on va attaquer direct, toi par exemple, en termes de sensations, qu'est-ce que t'en penses après 2 parties? Moi j'étais un fervent défenseur des 2 extensions du premier. Du jeu avec les 2 extensions. Moi, je me souviens de la première partie que j'ai faite avec toi du Uprising. J'avais toujours Voilà, j'aimais toujours beaucoup le premier et donc ça m'énervait de... Je voulais pas l'aimer, en fait, c'est ça le problème. Mais je l'aime énormément, là, ma deuxième partie me donne... T'as compris qu'il était meilleur, là, j'ai compris que ma deuxième partie qui était meilleure, parce que c'est beaucoup plus serré, même si on peut faire un beau début de partie, comme moi, je suis vraiment parti devant au début. Ça revient, je trouve que c'est moins... Moi j'aimais bien le chaos du premier Dune qui faisait pas tout le monde. Avec la première extension, j'aimais bien ce côté un peu qu'on peut retrouver dans Wonderland War. On en parlera plus tard. Mais j'aimais bien ça. Alors c'est un peu supprimé ce côté-là. Ouais. Donc les joueurs qui aimaient pas ça ne retrouveront pas dans le Dune Uprising. Bah après il y a quand même toujours des cartes intrigues, mais il y a des belles cartes intrigues, les petits combats qui changent, avec même on se bat même beaucoup avec les espions. Ouais. Celui qui met l'espion au bon endroit pour la manche d'après, la surprise... les espions, on l'a pas dit, ce que ça permet, et c'est pour moi une nouveauté fondamentale et indispensable, tu poses un espion qui est relié à des endroits qui permet de pouvoir aller sur l'endroit s'il a déjà été pris. Et ça règle beaucoup de problèmes du jeu de base. Donc le chat a défoncé la caméra, mais c'est bon, on est de retour. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, sur les espions. Mais tu vois, tu dis ça sur les espions, donc la partie... attends, j'ai pas fini, wesh. Sur le jeu de base. C'est ça, sur le jeu de base, il y avait vraiment, par exemple, en fin de partie, des cases sur lesquelles il fallait absolument aller. Par exemple, la case des combats eyeliner chez la guilde. Ouais. Et des fois, t'avais les épices, mais t'avais pas la carte pour y aller. Ou des fois, t'étais pas premier joueur et quelqu'un pouvait y aller avant toi, alors que t'avais tout planifié pour ça. Là, t'as planifié, t'as mis ton espion, tu vas pouvoir y aller. Ouais. Si t'as planifié des choses en amont, ou même sur les vers des sables et autres, tu vas vraiment pouvoir le faire. Ce qui pour moi rend le jeu beaucoup plus jouable que le jeu de base en fait. Même si j'adore le jeu de base, y a pas de souci. Mais une fois que t'as joué à cette version et que t'aimes les choses un peu plus contrôlables comme moi, c'est très difficile de revenir en arrière, quoi. Et il y a moins le blocage, pas de chance que je trouvais qu'il pouvait arriver sans le jeu de base, la V1 où tu piochais ta main et en fait c'est les emplacements, je suis 4ème joueur, je peux pas y aller, je me fais niquer, mon tour il est foiré à cause de la pioche. Et là effectivement tu dis au moins je sais que si je mets un espion là,
je pourrais y aller, et ça réduit pas forcément la tension parce que ça demande de la planification et ils sont toujours à poser les espions, c'est une vraie ressource quoi. Et sur les espions, il y a la partie emplacement, mais il y a aussi je trouve la partie pioche de cartes qui est vachement importante parce que tu peux le retirer pour piocher aussi. On peut le retirer pour piocher. T'as la double option. Il sert pas qu'à ça. Si tu veux partir sur une stratégie plus The Spice Must Flow, etc., je trouve qu'il y a plus d'avenues vers la victoire ou voilà, c'est plus flexible les directions dans lesquelles tu peux partir et remonter. Globalement, le jeu te donne beaucoup plus d'options de bien le jouer en fait. T'as plus d'outils en fait. T'as plus d'outils pour jouer le jeu. Et la tension que les vers des sables amènent est vachement cool parce que par exemple, moi je me souviens de la première partie. Les vers des sables, on a pété le mur immédiatement parce que ça, peut-être tu peux l'expliquer sur. Il y a un mur qui c'est un peu accessoire. Il y a des conflits où il faut péter, qui vont concerner que des villes qui sont protégées par le dôme, comme dans le film en fait. Que tu peux casser pour mettre les vers des sables dedans. Mais il y a tout un tas de conflits qui sont quand même accessibles. Mais il y a quand même cette tension où. Là, pendant la partie, on a pété le mur vraiment, je pense, les 2 dernières manches. Très. Et donc il y avait vraiment un truc de. Moi par contre j'avais aucun intérêt à péter le mur, donc tout le long j'ai fait ma petite sauce comme ça et c'était très bien. Mais donc j'aime bien cette tactique là qu'on ne voyait pas du tout dans le jeu de base. Et puis là après sur une partie, donc ce qu'on voit un petit peu en ligne, c'est que là les vers des sables, les conflits, c'est un peu pété, c'est trop fort. J'ai pas eu cette impression parce que quand même faut aller chercher les vers des sables, faut péter le mur parce que c'est sur les conflits derrière le mur où il y a le plus de points et donc où sur les conflits niveau 3. Donc quand même faut aller péter le mur, faut aller chercher les vers des sables. Si tu te foires, tu perds tellement de ressources. Non mais c'est surtout aussi, en fait pour moi il y a un vrai warning à faire. Si vous connaissez le jeu, vous mettez des nouveaux joueurs dessus, il faut vraiment dire les vers des sables c'est très important dans le jeu et les conflits de manière générale sont très importants dans le jeu. Si tu laisses les conflits plus les vers des sables à un joueur, la game elle est finie. Parce que les vers des sables doublent les récompenses, même quand t'es pas premier. Et comme il y a plus de récompenses sur les conflits maintenant parce qu'ils veulent les mettre en avant pour pas que tu fasses uniquement ta tambouille dans ton coin et que tu laisses pas tout le temps les conflits et fasses une partie sans conflit, c'est impossible de gagner au jeu sans faire de conflit. Là dans celui-là très clairement, même si c'est pas forcément les premières places. Du coup, effectivement, ça peut créer des effets vraiment d'enchaînement qui sont totalement problématiques, alors que depuis que je préviens ça, et là vous avez vu, toi c'est ta deuxième, toi c'est ta première, j'ai eu les vers des sables en premier, et pourtant j'ai pas réussi à snowballer dessus comme je pourrais, parce que vous avez quand même joué les conflits, toi t'es allé sur eyeliner, ou t'es allé sur... Il y a beaucoup plus de cases qui permettent d'envoyer des troupes aussi, par exemple, la case avant qui permettait de piocher 3 cartes, maintenant c'est 2 troupes et 2 cartes, donc c'est à la fois plus fort, et à la fois, t'as la flexibilité de potentiellement avoir un Spice Must Flow et de participer au conflit dans le même tour. Ouais. Mais j'avais un peu peur aussi des échos que j'entendais de dire voilà, c'est 100% que le conflit. Je trouve que c'est pas ça non plus, tu vois. Surtout à 4. À 3, c'est vrai que c'est quand même possible. Plus orienté autour de ça. Mais à 4, voilà, moi, toi, je suis pas allé sur les conflits à chaque fois. Bon, je mettais toujours un ou 2 cubes, histoire que ce soit un peu contesté, d'avoir une récompense. Mais déjà, les récompenses pour les 2e et 3e places sont meilleures. Sont aussi intéressantes, donc tu as toujours une petite incentive. La 2e place, en termes de ressources, est meilleure que la première. Oui, c'est ça. C'est juste que maintenant, tu as un système que les conflits, ils ont un petit symbole en haut à droite. Et si tu matches 2 symboles de la même couleur, ça fait un point. Il n'y a plus de points sur les conflits niveau 1 et 2, sauf exception. Il y a une exception, je crois. Et la majorité des points sur les cartes sont vraiment sur les conflits niveau 3. Du coup, en fait, il y a vraiment ce truc de aller avoir le bon symbole. Du coup, ça crée aussi un truc de toi et moi, on a le symbole qui correspond au conflit. Toi, tu l'as pas vraiment. Toi, tu vas plutôt vouloir la 2e place, là où nous, peut-être que la première va nous intéresser. Donc, il y a vraiment ce truc aussi qui est hyper malin là-dessus, quoi. Moi, il y avait un autre aspect, c'est l'aspect des factions. Où moi, dans la première version, on en a parlé tout à l'heure. Moi, j'aimais bien dans la première version d'une, on pouvait avoir des retournements de situation de. Il me prend comment on appelle ça déjà le token alliance. Le token alliance où tu perds un point, l'autre gagne un, donc là, ça change complètement. Il y a beaucoup moins de chaos à ce niveau-là. Moi, c'est un chaos qui me plaisait. Mais malgré tout, tu vois, moi là, j'ai fait ma première partie, on était 3, chacun a fait sa ligne. On était tranquille. Là, cette partie-là, moi j'ai eu deux tokens. J'avais une strat où vraiment j'ai fait à fond les pistes.
Mais malgré tout, tu vois, je savais qu'on n'allait pas m'emmerder non plus. Mais ça dépend vraiment des games, parce que des fois, une partie à 4, tu te retrouves les 3 sur la faction Freeman par exemple, et là c'est la grosse guerre, ça dépend vraiment pour le coup. Mais il y a moins d'accès influence qu'avant. Mais c'est effectivement plus dur de monter, il faut le savoir avant. Parce qu'il y a moins d'accès influence de manière. Moi j'ai galéré parce que je savais pas du tout. En fait, soit faut vraiment acheter les cartes qui permettent de monter sur de l'influence avec les factions, soit avec les espions, effectivement, mais il faut le savoir. Et moi je trouve ça bien, parce que justement je trouve que par rapport au jeu de base, toutes les parties, tu faisais 4-5 points. C'est facilement. Tout le monde faisait les points, 4-5 points. Là, il faut vraiment y aller. Déjà, si t'en fais 2 ou 3, c'est déjà bien, quoi. Petit exemple d'ailleurs, pour donner un peu une perception de l'équilibre général. Une carte à 4 maintenant, c'est l'équivalent d'une diplomatie. Pour 4, t'as une diplomatie, alors elle est Bene Gesserit, mais c'est littéralement une diplomatie. Pour montrer à quel point c'est plus dur de monter l'influence. Par contre, paradoxalement à ça, il y a une mécanique liée à ça qui est liée aux espions, c'est que t'as des cartes qui te permettent d'aller là où est connecté ton espion. Donc ce qui peut être une manière aussi d'aller sur les influences sans avoir d'influence. Et comme il y a des personnages qui jouent dessus aussi, du coup t'as cette flexibilité et ça rend les espions d'autant plus importants. Pour moi c'est vraiment un truc, je déteste jouer une partie du jeu sans les espions par exemple, tu vois. C'est pour ça que j'aime beaucoup par exemple le perso qui joue sur les espions, c'est mon perso préféré. Moi ma première partie, j'ai joué aucun espion, aucun. C'est dur de gagner sans jouer. C'était serré, tu vois. T'avais gagné un point et tu vois. Mais le problème c'est qu'il y a des moments où tu vas manquer de la flexibilité. Mais je devais vraiment faire gaffe aux cartes que j'achetais pour aller au bon endroit, ne pas avoir. C'était pas la fête, quoi. Non, puis ça rajoute pas mal de micro décisions, je trouve. C'est pas que j'avais peur que ce soit les espions. Ok, ça rend le jeu super lâche, super free, parce qu'en fait ça te permet d'aller où tu veux. C'est pas ça, tu vois. Parce que les emplacements ils sont bloqués déjà. Ouais. Et en plus de ça, l'espion est une ressource rare. Ouais, c'est une ressource rare. Et puis est-ce que tu le prends pour la carte, est-ce que tu le prends pour l'emplacement? Et tu dois l'enlever en plus à chaque fois. T'as d'autres effets qui te demandent de les enlever pour avoir d'autres. Est-ce que tu le laisses juste en ne l'utilisant pas pour emmerder pour plus tard en plus aussi. Te dire plus tard je vais avoir besoin de cette case. Exactement. Ce qui est assez classique par exemple sur la case du milieu pour les verts et la case pour le combat, ça c'est clairement deux spots très disputés. Donc au final il y a aussi une mini guerre des espions qui ressemble un peu à celle de la guerre de la poste d'ouvrier en fait. Incroyable. Qu'ils aient rajouté ça, c'est vraiment un truc qui me plaît vraiment. Donc voilà, pour moi, on va donner nos avis maintenant de manière générale. Pour moi le jeu est totalement exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce que il faut acheter un nouveau jeu, ils comprennent pas, machin. Pour moi, ce jeu n'aurait jamais pu sortir comme ça en l'état. Il est sorti comme ça parce que le jeu marchait, donc du coup il y a une incentive à le faire, mais les designers ont vraiment utilisé ce temps pour collecter toutes les datas qu'ils avaient jusqu'à maintenant sur le jeu et arriver à améliorer toutes les problématiques qu'ils pouvaient potentiellement avoir sur le jeu et qui auraient demandé des années de développement. Et encore une fois, on vous le rappelle, les gens, designers de jeux, ça paye très mal, voire pas du tout, et le développement, ça paye rien. Donc, déjà, le jeu de base était quand même très bien développé. Moi, j'ai fait 100 parties dessus. Là, t'as un jeu qui a un degré de polish qui est vraiment, vraiment top. Moi, le seul petit reproche, c'est que je trouve une carte un peu trop déséquilibrée. Hormis ça là, pareil, on parlait des factions tout à l'heure. Maintenant, il y a un intérêt à avoir 2 chez chaque faction. Avant, c'était que les Fremen. Maintenant, il y a une nouvelle case dispo pour chaque faction et une Bene Gesserit que tu peux acheter tout le temps, qui te permet de piocher. Bref, t'as une incentive à ça. Enfin, pour moi, le jeu là, il est vraiment dans un état. En fait, pour moi, par rapport, en fait, j'adorais Dune Imperium, mais parfois c'était un peu trop chaotique pour moi. Là, il y a vraiment le contrôle, tout en gardant le sel forcément inhérent à un petit chaos de la rivière, des cartes que tu pioches, des cartes intrigues et du combat, mais à balance elle est parfaitement bonne en fait pour moi. Ouais, moi on l'a pas dit au début, mais moi je suis pas hyper fan du jeu de base. Je le trouve bon, mais j'ai jamais trouvé ça incroyable. Pour moi la partie pose d'ouvrier elle est un peu plate, la partie deck building elle est un peu plate. Bon, tu combines le tout avec les conflits, ça fait vraiment un bon jeu. Mais il fallait pour moi vraiment rajouter les extensions, et là ça devenait lourd pour que le jeu soit vraiment me convienne à moi. Après, je trouve que le jeu l'avait a toujours une place pour les joueurs moins experts, parce que celui-là il est clairement plus expert à jouer. Il est clairement un cran au-dessus. Tu gagnes plus par hasard sur. Et voilà, si on est un joueur Wingspan, etc., on va plutôt partir sur la V1, et puis si on a de l'expérience sur ce genre de jeu, il faut partir sur, la V2, parce que c'est ça. Et pour moi, tout a été amélioré, la partie deck building, les cartes
cartes en elles-mêmes sont beaucoup plus conditionnelles, avec des effets vachement plus intéressants. Surtout les cartes chères. Pour moi, c'est beaucoup moins utopique par rapport à la rivière. Le marché, la V1, c'est bon, ok, bah j'achète la plus chère 90% du temps. Là, vraiment, tu te dis, ouais, mais les cartes à 2, elles sont bien et tout, est-ce que j'en prendrais pas? Ce qu'ils avaient déjà un peu amélioré sur les deux extensions. Voilà, mais il fallait les extensions. La partie pose d'ouvrier aussi, même sans parler des espions, je trouve que les cases, elles sont plus intéressantes, avec plus d'effets. Ils ont rajouté des effets alternatifs, notamment sur toute la partie verte, le conseil et tout, où en fait, le jeu de base, il y allait une fois, puis c'était fini. Là, il y a des effets quand même intéressants. Il y a un truc cool. Le premier allait chercher son 3e ouvrier P8, les autres il paie que 6, donc ça ouvre aussi une opportunité. C'est plein de micro-ajustements, mais qui rajoutent plein de micro-décisions qui vraiment élèvent le jeu pour moi à un niveau beaucoup plus intéressant. Quoi. Pour moi, ça serait un jeu. S'il y avait une école de game design dans le monde, ça serait un jeu parfait en montrer de comparaison de qu'est-ce que le développement peut amener à un jeu. Parce qu'en fait, en termes de création, on est sur exactement la même base, comme Great Western par exemple. Mais tous ces ajustements de développement créent une sensation tellement différente au final que vraiment on se rend compte à quel point le développement est important dans un jeu et il prend énormément de temps. Encore une fois, je pense vraiment pas que la V1 aurait pu sortir comme ça en fait. Il fallait vraiment beaucoup de retours. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué le premier et les extensions de manière compétitive aussi. Donc ça a aidé à avoir tout un tas de retours là-dessus quoi. Toi ? Ouais, alors moi je suis un peu énervé en soi parce que moi j'ai acheté le jeu de base sans les extensions, j'aimais pas ce jeu. Enfin je le trouvais, je l'aimais pas, je voulais pas l'acheter. Bah non, je trouvais ça trop plat, trop c'est ça. C'était assez évident ce qu'on devait faire. C'est exactement ce que j'ai dit, j'ai dit trop plat. Mais je le répète. C'est trop plat, non ? C'est trop plat, je crois. Mais et bizarrement, la première extension qui collait parfaitement au plateau et tout, ils avaient déjà fait cette première extension en vendant le premier. Ça m'a énervé vraiment en tant que consommateur d'acheter le premier. Enfin, le jeu de base pour moi est mauvais. Quand tu connais la première extension qui est obligatoire, même pour les joueurs qui aiment pas. Je préfère la deuxième, mais moi j'adore la première puisque comme tu l'as dit, moi je peux jouer avec mes potes qui sont pas gros joueurs. Et bah la première extension, le jeu il l'adore parce qu'il y a ce côté deck building pas trop difficile, la guerre qui amène une tension et des grosses surprises de. Tu peux gagner en ayant une carte qui arrive pile au bon moment. Ça part dans tous les sens. Mais moi ça me fait marrer, je me dis les influences, ça part dans tous les sens. Moi je connais vraiment bien le jeu. Bon, je perds rarement face à ces joueurs là, mais ils peuvent remonter, m'emmerder à un moment de la partie. Je dis bon au moins il y a une résistance, c'est vachement cool et je me marre. Là dans ce jeu là, dans le Uprising, il y a plus ça. Je pense que je pourrais pas jouer avec ces potes là. Donc voilà, est-ce que je vais garder le premier et acheter le deuxième? Bon là c'est des questions de consommateurs comme d'habitude, mais moi je trouve que le Uprising est vraiment au-dessus. Moi je trouve que j'ai pris beaucoup plus de plaisir en faisant que 2 parties, mais voilà, il y a ce problème du consumérisme qui revient et ça m'énerve. Moi comme tu dis, pour moi c'est pas spécialement du consumérisme, c'est juste c'est une vision un peu différente, c'est-à-dire qu'effectivement si tu préfères une version un peu plus chaotique, tu prends le premier avec la première extension, et si tu préfères une version plus Zoro, tout en gardant quand même l'ADN de Dune, ça garde vraiment l'ADN de Dune, ça va être plus cette version qui va convenir. C'est ça le paradoxe, parce que c'est beaucoup plus orienté conflit, et en même temps je le trouve beaucoup plus heureux. Je sais pas comment ils ont réussi à concilier globalement l'équilibre des cartes qui a été plus rendu médian, là, genre les cartes fortes sont moins fortes, les cartes basses sont plus fortes. Les intrigues aussi. Les intrigues aussi sont beaucoup plus médianes aussi, il y a beaucoup moins de trucs qui partent dans tous les sens. Globalement, même on en a pas parlé, mais les cases actions et les leaders sont moins forts aussi, de manière générale. Il y a un truc. Les ressources sont plus rares en fait. Il y a un truc où je me pose une question, c'est est-ce que tu peux gagner une partie en prenant que 2 ouvriers? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais il y a une plus grosse incitation parce qu'il est moins cher de toute façon. Mais il y a un truc où je me dis, tu vois, avec les chats sont partis en couille avec le sac. Ils sont en train de se faire un dîner là-bas, ça y est. Mais moi, avec les persos, les nouveaux persos qu'il y avait dans l'extension 1 et 2 du premier Dune, il y avait des persos qui. Il n'y en avait pas dans l'extension 2. Dans la section 1. Il y avait des persos où tu disais je m'en fiche complètement de prendre le 3e ouvrier et je peux vraiment me faire une grosse partie où j'achète que l'épice doit couler et je peux vraiment faire une grosse tactique là c'est plus dur. Là c'est plus dur. Là je pense que même toi t'es le dernier joueur à prendre le mais ça peut arriver
ça a été plus compliqué pour toi de revenir à la fin. Je pense que c'est plus important. Il y a une vraie guerre là-dessus. En fait, c'est pour une raison assez simple qui est que comme le combat devient plus important, plus t'as d'ouvriers, plus tu peux temporiser sur le combat et voir qu'est-ce qui va venir. Et donc du coup, effectivement, mais du coup, ils ont pas été cons. C'est pour ça qu'ils l'ont rendu moins cher pour les autres joueurs aussi. Donc, mais oui, clairement. Et puis ce qu'on a vu aussi, c'est que donc, par rapport au premier, on disait tu fais toute ton influence. Le premier, tu faisais aussi le troisième ouvrier plus l'assemblée pour avoir plus d'eux. Là, c'est plus dur. Là, c'est plus dur de faire les deux d'un coup. C'est beaucoup plus dur. Tout est plus dur, tout demande plus de planification. Mais du coup, il y a un peu une exception à ça, c'est que si t'as chopé une carte très bonne dès le début, qui t'amène vraiment beaucoup d'avantages, par exemple gagner un d'influence ou ce genre de choses, vous avez pas toutes vues, tu peux plus jouer à 2 ouvriers et jouer le High Concile. Et pareil, si tu vois aussi que ça joue beaucoup le conflit, que t'as 3 joueurs qui jouent beaucoup le conflit, toi en vrai, à part aller gratter de temps en temps la 2-3e place, t'as quand même plutôt intérêt à jouer Space Must Flow et donc jouer High Concile et influence, tu vois. Donc t'as quand même... mais gagner la 2e place, ça devient plus dur. Donc, parce que finalement, comme tu disais, la 2e place, les prix de conflit sont beaucoup plus intéressants. Oui. Et donc, il y a toujours 2-3 joueurs qui se battent clairement, pour cette 2e place, donc tout le monde y va automatiquement. Mais la 3e place, c'est pas dégueu non plus. Souvent, tu regagnes plus que ce que tu as investi. Par exemple, tu as des 3e places où tu gagnes une goutte d'eau et une troupe, par exemple. Il y a ça aussi qu'ils ont fait dans les conflits qui est assez marrant, c'est que tu as pas mal de conflits qui font gagner des troupes. Et rarement sur la première place, du coup, de gagner une 2 ou 3e place, souvent ça te permet d'être mieux positionné pour le conflit d'après aussi. Donc voilà, bon, je pense qu'on en a assez dit. On va enchaîner sur Wonderland War avec, mais sans Seb parce qu'il n'y a jamais joué. Nous revoilà, on est que 2. Seb est derrière le match. Le match commence. Non, mais ça va vraiment être en match. Donc on va parler de Wonderland War qui vient de sortir chez Lucky Duck. C'est sorti en VO il y a un petit moment. Ouais, moi j'ai joué il y a 2 ans même, je crois. Univers à la Alice au Pays des Merveilles, c'est libre de droit, non? C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Je crois que c'est libre de droit, il me semble bien. Bon, qu'est-ce que c'est? Moi, je vais en faire un très court résumé. Pour moi, c'est Charlatan de Belkacem, l'expert. J'ai pas joué à ça. Je m'explique. En vrai, il y a une phase un peu différente. En gros, il y a 3 manches avec 2 phases. Une phase qu'ils appellent de phase de thé, qui est une espèce de poste d'ouvrier où tu vas récupérer des cartes qui vont te faire une espèce de moteur. Je dis espèce de poste d'ouvrier parce qu'en fait, tu récupères une carte qui va être remplacée, donc c'est pas comme s'il y avait des cases actions définies. Donc moi, en termes de tension, c'est beaucoup moins tendu qu'une poste d'ouvrier classique. Donc du coup, on va récupérer 4 cartes, si je dis pas de conneries. Ouais. Et ensuite, il y a une phase de combat. Et la magie du montage, j'ai récupéré du temps entre temps. Et donc du coup, la deuxième phase, qui est une phase de combat. On va l'appeler comme ça parce que ça s'appelle comme ça. Et c'est là que je le rapproche un peu de Charlatan parce qu'en fait, il y a un côté backbuilding où tu vas sortir des tokens dans les conflits où tu es présent et en fait, tu les sors un par un simultanément avec tes adversaires et ça va monter une track de force, une piste de force. Et voilà. En résumé, il y a 3 manches, à la fin on compte les points, il y a plein de points sur des majos et il y a tout un côté asymétrique aussi où tu vas débloquer des pouvoirs de ton personnage qui a un pouvoir de base. Et voilà, je l'ai bien résumé, non? Très bien résumé. Bon, qu'est-ce que t'en penses de ce jeu du coup? Bah moi j'aime bien. Alors moi j'ai découvert le jeu il y a 2 ans, j'ai un ami qui avait Harry qui là, je sais pas s'il regarde la chaîne, mais il a intérêt. Il la regardera. Il a intérêt. Mais donc moi j'ai déjà fait 5 parties et j'avais joué à l'époque. Moi j'aime beaucoup ce jeu. Alors moi je suis plutôt habitué des gros jeux. Je suis plutôt un joueur de gros jeux, mais celui-là n'en est pas un. Avec des casus. Mais je peux jouer avec des casus, ouais. Enfin, ce que toi t'appelles casus. Tout le monde, on joue tous avec des casus. On joue avec les moldus aussi, mais non, moi j'aime beaucoup ce jeu parce qu'en fait, il est simple. Je sais que je pourrais y jouer avec mes potes qui ne sont pas joueurs. Ouais. Je pourrais très vite leur expliquer le jeu. Ouais. Je trouve que chaque personnage a vraiment son style de jeu. Donc ça va vraiment... Pour le coup, je me permets de rebondir là-dessus, il est très facile à expliquer, mais pas si facile que ça quand tu tapes les règles. Je trouve que j'ai dû faire quand même pas mal de retours de règles et tout pour voir si je me plantais pas sur des trucs. Moi c'est... Tant que l'a expliqué, donc... Moi on me l'a expliqué, et après j'ai dû l'expliquer quand j'ai acheté le jeu. Ouais. Et je trouve que les règles sont vachement bien foutues, t'as pas tant de... Non, c'est pas mal foutu, mais c'est pas si simple que ça à aborder. C'est que la guerre qu'il faut expliquer bien. La guerre elle est pas si simple que ça. C'est juste ça. T'as d'ailleurs un espèce de diagramme derrière les règles qui est imbitable. J'ai pas compris quoi ça servait. C'est un peu complexe parfois pour ce que c'est quand même. Oui, c'est ça. Ils ont voulu, je pense,
je pense qu'ils ont voulu clarifier les choses, mais moi ça m'aide pas. Moi aussi, pour moi c'est aussi pour donner un petit peu l'illusion que c'est un jeu expert alors que pas vraiment. C'est pas un jeu. Pour moi c'est pas un jeu expert, c'est un initié plus, mais un bon plus par contre, parce que si tu fais une stratégie pas ouf, bah tu le sens immédiatement. Et bah moi dans la dernière partie, il y a 2 joueurs qui ont joué à 4. T'as dit le mot stratégie, j'ai fait un brain burn là. Ah mais il y a de la stratégie, je suis désolé, t'as une stratégie parce que tu peux par exemple, comment on fait des points dans le jeu? On fait des points à la guerre, il y a 5 régions où on va faire la guerre à chaque manche. Tu peux partir là-dessus. Et essayer de gagner ces majos. Soit tu peux faire des stratégies en faisant des points, en forgeant beaucoup. Et par contre, tu peux poser des châteaux sur les châteaux. Et en fin de partie, point château, t'en fais plein. Et il y a surtout une autre stratégie. Alors, moi, c'est les objectifs. Moi, je pense que c'est peut-être le petit défaut stratégique du jeu. C'est j'ai pas fait une partie où le gagnant n'a pas fait beaucoup d'objectifs où je fais au moins 3 objectifs. C'est quasi le seul truc réellement maîtrisable en vrai. C'est ça. Donc, maîtrisable, pas forcément parce que c'est là où je trouve que la partie où tu vas acheter tes cartes pour la première phase où tu vas créer un peu ta stratégie, pour ton backbuilding, mais tu le fais pour ton backbuilding, mais tu le fais aussi pour les quêtes parce que les quêtes demandent sont reliés un peu aux cartes que tu vas acheter, et ces cartes si on te les prend, tu te fais avoir complet, donc tu dis j'espère que je vais l'avoir à manche 3, la carte qui me faut, parce qu'il y en a pas mal qui te disent il faut être deuxième à tel conflit dans telle région aussi. Alors ça c'est le premier temps, en fait dans les quêtes, elles sont en 2 parties, il y a une première partie qui se fait pendant le jeu, et il y a une deuxième partie qui se fait à la fin de la partie. Non, je parlais pas de la fin là, je parlais. Oui, toi tu parlais de la fin. Moi je parle de la fin de partie. Et ça change beaucoup de choses parce que les quêtes, soit tu fais 3 points, soit tu fais 9 points. Parce que ça. Les deux t'as un bonus, les 2 parties font un bonus 3 points. Donc c'est 6 points que tu fais ou que tu fais pas, et ça dépend souvent des cartes. Que tu vas pouvoir aller acheter et qu'on peut te prendre. Et en plus ça te force à jouer d'une certaine manière. Exactement. Qui moi me... c'est vrai que j'avais oublié ce défaut en fait, effectivement, mais ça te contraint dans des trucs que t'as pas forcément envie de faire. Moi, mon avis assez simplifié sur le jeu, c'est que c'est loin d'être mauvais, mais je trouve que par rapport à ce que ça essaie de faire, il y a des gros défauts. Déjà, c'est long pour la tactique que tu vas mettre en place dans le jeu. Il y a 3 manches, ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme dans le sens où les phases de combat sont tellement longues, parce qu'en fait, tu tires les tokens, tu montes une piste, tu décides quand t'arrêtes, elles peuvent durer assez longtemps. Quand tu n'es pas sur le territoire, tu attends, tu peux aller prendre un café. Ils ont mis un système où tu peux parier sur le vainqueur, c'est de manière artificielle pour t'impliquer dans le combat. Moi, ça m'implique pas du tout. Et encore, ça m'implique pas du tout. Si, sur la première manche, c'était rigolo, deuxième, à la troisième, ça devient lourd en fait, parce que vraiment, le jeu te fait pas vraiment quelque chose de réellement différent, je trouve, au fur et à mesure des manches. T'as une montée en puissance que je trouve agréable sur le côté, tu débloques des trucs pour ton perso. Ça, je l'ai fait assez intuitivement, d'autres joueurs qui découvraient le jeu l'ont moins fait. Bon, moi, dès que je vois de la symétrie, je la débloque, je suis un peu basique là-dessus. Et effectivement, c'est assez fort de la débloquer, assez rapidement en plus. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est presque l'aspect que je préfère. Côté backbuilding, mais par contre, c'est lié à une composante qui est un peu hasardeuse parfois, parce qu'en fait, ça s'appelle forger. Pour forger, la plupart du temps, il faut t'arrêter sur des paliers spécifiques de la force que tu maîtrises pas totalement. Je comprends en termes de design pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils disent le rapport risk-reward, est-ce que je continue le combat ou est-ce que je me contente d'une place inférieure, mais pour me permettre de forger, d'améliorer mon truc. Sauf que le problème, c'est que des fois, tu n'as jamais ce dilemme, parce que tu n'arrives pas à t'arrêter sur les cases, parce que t'as pas le contrôle. En fait, c'est du backbuilding avec des valeurs qui vont changer, en plus qui vont dépendre de tel token t'as sorti avant, machin. Donc c'est quasi incontrôlable. Donc ça, moi je trouve ça vraiment problématique. Et puis ce que je trouve problématique, c'est que c'est beaucoup de manip, c'est long. Et vraiment, à la fin, t'arrives un peu à une sensation d'épuisement ça dure quand même d'entre 2h et 2h30 à 4. Et moi j'ai trouvé ça long au bout d'un moment en termes de manip. Et en termes de, à la fin, je trouve que le jeu s'essouffle au bout d'un moment dans ce que ça propose, parce que tactiquement, en plus, c'est très chaotique, comme il a dit. Il y a quand même un côté, par essence, en backbuilding, ça a quand même un côté chaotique. C'est à la fois amusant, à la fois chaotique. Je trouve que la phase 2T, elle est cool, mais
il n'y a pas une tension extrême, hormis le point que tu viens de dire, mais qui pour moi est une tension artificielle, parce que l'objectif, à la fois, il te force à jouer à jouer certains tokens, alors que tu aurais peut-être envie d'avoir cette liberté, et à la fois, du coup, à la phase de thé, il faut aller les chercher, ces tokens sur les cartes, et des fois, on va être 2 à aller sur le même, et du coup, des fois, les tokens n'en vont pas sortir, donc c'est un peu... Mais il y a quand même un peu de contrôle aussi, parce que tu vois que t'as quand même des trucs à bien jouer et tout. C'est très partagé en fait. C'est à la fois un jeu qui se veut expert, à la fois un jeu qui est par essence hyper chaotique. Donc en fait, c'est un peu ce que je le reproche, je trouve qu'il est un peu entre deux. Il est trop long pour son propre bien, par rapport à un truc assez chaotique qui peut être fun, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas totalement mon style de jeu, mais j'ai trouvé ça fun au début, et l'univers et l'édition sont vraiment top, et il faut insister là-dessus. Mais à la fois... pour un jeu aussi long, je trouve ça un peu trop laborieux en fait quoi, par rapport à la tactique que t'as dedans, tu vois. Alors moi je comprends, voilà, c'est parti, le match est lancé. Non mais moi là où je suis pas d'accord avec toi, c'est effectivement c'est chaotique, mais c'est contrôlable. Pourquoi donc? Parce que en fait oui, mais dans les conflits, je dis pas le contraire, il y a une partie chaotique, une partie contrôlable. Mais c'est pas si chaotique que ça dans le sens où par exemple dans la guerre, tu dois avoir de la présence. En fait, quand tu achètes tes cartes, tu as des cartes qui te donnent des tokens super forts, mais tu places très peu de soldats sur le plateau. Donc tu as tout ce truc de dire est-ce que je veux blinder de personnages, enfin de bonhommes sur le plateau pour que mes bastons, même si je perds des bonhommes pendant la guerre, si j'ai de la malchance en commençant le mauvais token, j'ai de la vie, j'ai plein de bonhommes de présence, donc je peux y aller. Et il y en a d'autres qui eux ont des super tokens, mais ils ont très peu de présence, donc tu es sûr de les avoir, à moins qu'ils aient vraiment beaucoup de chance. Donc je trouve qu'il y a vraiment ce contrôle-là à faire, et en même temps, tu vois, moi je comprends que au bout de la troisième manche, pour des joueurs qui aiment les gros jeux comme toi, et qui aiment les jeux, t'es un joueur assez rapide, en règle générale quand je joue avec toi, on joue vite, je peux comprendre que ce jeu ne plaise pas. Ouais, vraiment, la troisième manche, je peux dire, c'est reparti, mais moi en fait, il y a tellement ce côté bac à sable qui me plaît. Je me dis, voilà, quand je joue à Wonderlands War, je me dis, Wonderlands War, quand j'y joue, je me dis, ok, je réfléchis, mais c'est pas grave, au pire, s'il se passe n'importe quoi pendant ma partie. Mais. Voilà, mais c'est ce que je te dis. Bon, c'est possible, tu fais rarement n'importe quoi si tu réfléchis un minimum. Mais ça, de toute façon, j'étais prêt à l'accepter, y a pas de souci, mais encore une fois, j'ai trouvé ça un peu trop long pour son propre bien. Et puis, il y a un autre truc aussi. C'est que... je viens d'oublier. Ah oui, si. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup d'infos. Beaucoup d'infos. Il faut suivre, parce que les gens peuvent acheter des cartes qui leur donnent des persos, qui ont des pouvoirs. Il y a les pouvoirs asymétriques sur les plateaux des gens. C'est une galère à suivre. Ça peut être assez typique de certains jeux de confrontation. Et moi, c'est un truc que j'aime pas trop, justement, et qui rajoute du chaos, que des gens vont aimer, y a pas de souci. Mais moi, j'aime bien avoir les infos lisibles sur les choses. Et là, c'est une galère. Même la place que ça prend sur la table et tout. Ça rentrait à peine sur ma table. À 4, il y avait des cartes partout. On savait plus où mettre nos persos et tout. Même toi-même, t'oublies tes propres pouvoirs de perso. Mon bout d'un moment, j'avais même oublié d'activer un pouvoir. Entre tout ce que toi, t'as à traquer, ce que les autres t'as à traquer des autres, sur une partie à 4, ça fait beaucoup. J'ose même pas imaginer sur une partie à 5. Donc voilà, il faut accepter soit de s'en foutre complètement, et pourquoi pas. Moi, j'ai du mal à m'en foutre totalement, et tu vois, voilà, en fait, je le trouve laborieux sur plein de trucs, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait. Mais je trouve quand même que c'est un jeu qui se vend un faux côté expert, alors qu'en vrai... c'est pour moi presque du familial plus. Pour moi, tu dis initié plus. Pour moi, c'est du initié plus. Ça t'offre une. Ces règles. Même les règles. On n'est pas d'accord derrière la caméra. Les règles sont plus simples en plus de Dune Uprising. Mais je trouve qu'il y a une profondeur tactique vraiment plus signifiante que dans un Wonderland War. Je dis pas que le jeu est débile et qu'il n'y a pas de tactique ni rien, mais quand même. Faut quand même être un putain d'ordi pour tout traquer, ou alors faire des parties de 3 heures et se prendre la tête comme un malade. Tout ça pour après quand même résoudre une partie des trucs au backbuilding. Parce que pareil, oui, peut-être que les combats, tu peux quand même en partie les contrôler, mais par exemple le truc de la forge que je disais, tu peux quand même pas totalement le contrôler, même si tu peux prendre des tokens de forge, tu vois. Moi en fait, là je suis pas d'accord, tu peux vraiment te dire, si par malchance j'arrive pas à tomber sur ces fameux emplacements où je peux avoir un bonus de forge, tu peux avoir acheté des tokens. Au lieu, j'achète des tokens forge, bien sûr. Ces tokens forge, ils m'aident à... tu vois, moi,
les 2 dernières parties, j'ai beaucoup forgé. J'avais le trip de je veux tout forger à la fin de la partie. Et vraiment j'ai pris beaucoup de tokens forge au début, puis après c'était la. Ouais, mais tu vois les gens qui n'ont pas trop saisi ce truc-là. En fait, on s'est retrouvé dans cette situation. Moi, ça m'a pas concerné, mais il y a d'autres gens qui n'ont pas trop compris à quel point la forge était important, qui se sont retrouvés vraiment dans la situation où ils voulaient forger en cours de partie et que ça tombait jamais sur le bon stade. Donc, après, est-ce qu'on peut reprocher à un jeu le fait que quelqu'un a mal compris ? Non, mais en même temps, un truc qui est intégré au design de base et qui dépend à ce point du chaos et qui te force quand même à acheter systématiquement des tokens, alors qu'encore une fois, en plus, t'as envie d'acheter des tokens pour remplir les objectifs. Je sais pas. Tu vois, je trouve que... Et puis pareil, le côté backbuilding, je trouve ça long, tu sors, tu dois déplacer une track. Nous, on prenait carrément la personne qui participait au combat, qui les montait, tu vois, pour accélérer un peu le truc, parce que c'est long et laborieux, tu vois, il y a vraiment un truc... La phase de combat, moi, j'avais du mal à me sentir réellement concerné, j'avais pas l'impression de faire un combat. J'ai eu l'impression de sortir des trucs. Ah, cool, j'ai chopé le 3, on monte de 3, ah, cool. Je sais pas, c'est vraiment sensation charlatan, sauf que charlatan, ça dure une demi-heure et c'est vraiment fait pour, et il y a que ça. Là, dans un jeu où il y a en plus une autre phase, et qu'en plus, t'as quand même cette composante qui, pour moi, est pas du tout initiée plus, il y a un degré de lisibilité qui est quasi expert sur suivre ta propre asymétrie, celle des persos. On parle de Dune Uprising, en termes de suivre ce qui se passe, c'est beaucoup plus simple. T'as 2 pouvoirs, t'as les ressources sur ton plateau, et tout le reste est archi lisible, à part les cartes intrigues. Là, t'as quand même 4 pouvoirs asymétriques plus 1, plus les trucs qu'ils ont débloqués éventuellement, bon ça t'as pas forcément besoin de le suivre, mais plus tous les persos que les gens ont rajoutés, plus le board avec 6 régions différentes, des châteaux, des trucs, c'est quand même chargé, tu vois. C'est chargé, mais moi je trouve que c'est vraiment un jeu pour les Américains, ça m'étonne pas que les Américains aient aimé en fait, tu vois. Parce que c'est un jeu qui donne un peu une sensation, une illusion d'expert, parce que c'est extrêmement touffu, mais qui finalement... Pour moi, tactiquement, c'est largement inférieur Dune Uprising, malgré toute cette complexité en fait. Oui, mais c'est beaucoup moins. Ouais, mais pourquoi mettre autant de complexité dans un jeu qui est au final beaucoup moins tactique en fait? Moi, c'est ça que je comprends pas trop, tu vois. En fait, faites-moi un jeu d'1 heure, simplifiez-moi la symétrie, gardez le même truc, faites 2 manches et point barre. Vu le nombre de jeux qui sortent par an, il y aura ce jeu-là pour toi. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, mais c'est pas spécialement que c'est pour moi, c'est que je trouve que c'est un jeu qui se plante en poil dans ce qu'il essaie de faire en fait, pour moi. Ouais, voilà. En fait je comprends ta critique. Mais je trouve ça loin d'être mauvais. Hein. Mais ouais, j'ai bien compris. Moi je pense vraiment, si vous êtes des joueurs qui aimaient les jeux un peu bac à sable comme ça, mais en même temps il y a de la réflexion et qui aimaient vraiment le beau matos, la table bien remplie. Ouais. Il faut aimer les trucs foisonnants quoi. Voilà, c'est foisonnant, c'est très beau, franchement ils ont fait. Ouais, c'est très beau. Là derrière. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça, ouais. Et voilà, moi je joue plus des jeux comme toi, des gros jeux parfois très moches et ça me dérange pas. Mais là je me dis jeu bac à sable, on peut jouer jusqu'à 5. J'ai des potes qui viennent qui jouent pas forcément beaucoup mais qui arrivent à avoir des petites règles et ça les dérange pas de jouer 2h30. Mais c'est marrant parce que c'est génial, je voulais faire une vidéo avec les deux parce que je trouve que c'est un peu 2 antithèses de philosophie de design en fait, tu vois. T'en as un avec une édition hyper minimaliste, des règles ultra simples, très lisibles mais très tactiques, et l'autre qui est dans l'inverse total avec une édition hyper foisonnante et tout ultra foisonnant. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas une V2, il n'y aura pas d'extension. Non, ça c'est sûr. Comme dans le premier jeu. Il n'y a pas des extensions déjà sur Wonder Armor Il y a une extension, mais en fait. Parce qu'ils peuvent rajouter plein de persos et tout en soi. Je pense que ça va être compliqué. En fait, dans l'extension, tu as un nouveau système de jeu. En fait, tu as certains persos, les habitants qui viennent t'aider. En fait, ils sont une phase violette où en fait ils vont avoir différents pouvoirs et t'as une. Là, ils ont rajouté encore des pouvoirs sur des trucs. Non, en fait, c'est genre t'as des persos que tu enlèves et en fait t'as leur version 2 de l'extension qui arrive. Et t'as de nouvelles quêtes qui sont un peu différentes, qui se jouent un peu différemment. Où en fait, je l'ai pas encore joué, mais j'ai ouvert mon extension. Et t'as des quêtes qui se jouent un peu différemment et en fait t'as des règles, t'as 2 règles importantes sur la forge et sur le premier combat, dans la zone du premier combat, qui changent un peu la tactique, mais il n'y a pas de nouveaux persos, non mais t'as pas un 6ème joueur. Il pourrait quoi, moi je trouve qu'ils sont allés, comme on l'a dit tout à l'heure hors caméra,
ils sont allés un peu au bout de ce qu'ils pouvaient faire avec un peu cette, ce système de jeu. Tu vois. Ça serait pas une vraie extension, ça serait juste une extension avec des nouveaux persos, des nouvelles cartes, c'est tout. Voilà. C'est pas possible. Ah oui, moi je pense que Pricing, ils peuvent faire 3 extensions. Oui, non, mais ils peuvent pas faire comme sur Dune, c'est ce que je voulais dire. Oui, non, ils pourront pas, voilà. Mais ouais, bon. Ok, bon, je crois qu'on a été assez complet là pour le coup. Non, il n'a pas pris de drogue, tout va bien, il est toujours comme ça. Je retiens que Arnaud n'aime pas le fun, on peut résumer ça comme ça. Exactement. Il n'aime pas le... Moi je suis sur Golden Meeple, allez sur Golden Meeple pour l'acheter, j'y suis là, j'ai les dans mon panier. C'est vrai, t'es en train de me choper? Non, pas du tout. Il ment. C'est juste pour me Non mais il a le jeu, c'est bon. J'ai le jeu, je t'inviterai. Bah moi aussi, regarde, il est là. Oui, il va vite être vendu. Je garde ou je revends. Ah, tu revends. Donc, voilà, on vous fait des gros bisous, j'espère que vous avez aimé le petit format. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, même si l'actualité est pas ultra chargée en ce moment. J'avoue, c'est assez dur, j'ai pas énormément de temps et en plus, il n'y a pas grand chose qui m'excite de ouf, mais il va quand même y avoir du lourd, notamment sans Corée. Je vais avoir un avis assez controversé là-dessus, je pense, mais on va en parler plus en détail dans la prochaine. Et puis... Invention. Non, ça je sais que c'est pas pour moi de toute façon je l'ai pas le jeu, donc voilà. On fait des gros bisous, à bientôt, ciao. Salut.